Pour notre table ronde de février 2025, plein de nouveaux sujets variés avec Jérémy qui nous parle de l'ouverture de PeopleOS par Google, Damien des différentes éditions de GitHub Copilot et de la fin de Azure Data Studio, Michel de la nécessité d'apprendre le Go, le langage pas le jeu, François des 50 ans de Microsoft et des problèmes de chargement des pages par des navigateurs dits modernes, Olivier de la bibliothèque officielle OpenAI.net et bien entendu le drama du mois, Gérald et Jérémy qui nous parlent des problématiques qui sont apparues autour du package open source Fluent Assertion. Alors, devdevdev.net, épisode 63, c'est parti. Bien, bonjour et bien pour ce 63e épisode de devdevdev.net. Donc aujourd'hui, notre table ronde de février, alors on a plein de monde, donc je vais les présenter assez rapidement. Tout d'abord, Michel Perfetti, bonjour. Bonjour. Microsoft MVP depuis 2006, catégorie développeur technologie, MCT sur Azure et les technologies DevOps et CTO chez Selenza. Ouais. On a également Gérald de Barré, bonjour. Salut. Microsoft MVP, catégorie développeur technologie depuis 2020 et auteur du blog mesiantou.net. Jérémy Janson, bonjour. Bonjour. Microsoft MVP, catégorie développeur technologie depuis 2010 et auteur du blog bugshunter.net. Olivier Dahan, bonjour. Bonjour à tous. Toujours dans l'espace, Microsoft MVP depuis 2009, développeur technologie, fondateur de la société Inaxos, société de consulting et formation sur C#, .NET, MAUI et WPF. Et Damien Van de Kerkhove, bonjour. Bonjour tout le monde. Microsoft MVP depuis 2024, développeur technologie, software engineer chez Portima. Et enfin, notre François national, François Tonic, bonjour. Oui, bonjour. Toujours aussi enthousiaste, rédacteur en chef du magazine Programmé et de Pharaon Magazine et de Technosaur. Voilà, donc je crois que j'ai présenté à peu près tout le monde. Donc aujourd'hui, on a plein de sujets variés. Dans les différents sujets, on parlera bien sûr de Fluent Assertion, on en parlera du drama Fluent Assertion, on en parlera un petit peu plus tard. On va commencer tout de suite par apprendre un nouveau jeu qui s'appelle le Go. Ouais, je voulais t'en parler déjà la dernière fois, mais j'avais pas pu venir. C'est que je fais beaucoup d'infra sur Azure depuis pas mal de temps, et il y a un langage qui est assez présent sur la partie plateforme, dans la partie tooling, c'est Go. Et on le retrouve partout. On le retrouve si on fait de l'infra as code dans Terraform et dans d'autres outils. On le retrouve dans Kubernetes. On le retrouve dans des outils qui tournent autour. On le retrouve dans des proxys. Et c'est un langage qui est quand même bien pratique. Déjà, il est plus simple à développer que des langages objets, puisqu'on est plutôt on crée plutôt des structures on fait plutôt de l'héritage par interface. Donc on n'a pas vraiment d'héritage comme on a dans des langages comme C#. Et déjà, il se compile nativement dans toutes les plateformes à l'avance. Donc ça rend les choses très pratiques et ça fait des packages très petits. Et à force de travailler sur ces outils-là, on a souvent des bugs, des problématiques, des choses qui ne marchent pas comme on veut. Et c'est vrai que des fois, on est obligé d'aller regarder le code. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'aller regarder le code des providers Terraform sur Azure et de pas trop comprendre la gueule du code. Parce que Go, c'est quand même un langage simple, une fois qu'on a compris un peu, mais ça demande un peu de pratique pour le lire. Parce qu'il y a... si on le lit comme du C#, on ne va pas le comprendre. Ça peut être assez contre-intuitif. Il y a beaucoup de symboles autour, surtout de la gestion des références qui peut rendre les choses compliquées. Les variables et les types sont inversés, donc ça rend les choses pas claires non plus. Les déclarations des variables, l'inférence, c'est pas du tout fait pareil. Donc c'est assez déroutant quand on le lit comme du C#, un peu comme on essaierait de lire du JavaScript, comme dirait du C#. Et donc voilà, j'ai profité de la fin de l'année. Vous savez, il y a un projet qui s'appelle Advent of Code. Il y a une sorte de petit concours annuel où il y a tous les jours, il y a un petit puzzle algorithmique à faire. Je me suis dit, voilà, je vais commencer à faire quelques jours en Go pour m'y mettre et pour essayer d'arriver à... Alors, je ne suis pas fluent en Go, mais maintenant, je sais qu'en quelques jours de travail dessus, j'arrive à le lire sans être perdu par la syntaxe.
Et ça me permet de mieux comprendre comment marche le code et de me dire, est-ce que si je vois un bug dans un logiciel ou si je vois quelque chose, est-ce que Go, ça peut être la bonne tactique pour moi? Et je me suis rendu compte que faire du Go, bah déjà, ça montre qu'on a déjà pas mal d'avantages dans C# qu'on n'a pas dans d'autres langages. Parce que dans Advent of Code, on a pas mal de trucs de manipulation, de collection, et on est un peu perdu quand on n'a pas ces outils-là. Donc, on est bien content d'avoir en C# tous ces outils. Et surtout, ça permet d'avoir une autre façon de penser, d'adapter le code, des codes plus plats, moins de data structure, plus de code, comment dire, autour des collections. Et ça me permet aussi de voir un peu d'autres façons de faire comment sont gérés les packages. Et maintenant, je pense que si j'ai un bug dans Terraform ou si j'ai quelque chose à faire de spécifique dans Kubernetes, je pense que j'ai suffisamment de confiance en moi pour pouvoir me mettre dedans. D'accord. Et ça m'apporte pas mal de nouvelles possibilités dans mon job parce que j'en discutais avec un collègue, on travaille sur un cluster Kubernetes et je me suis dit, ben voilà, il y a tel plugin, on pourrait le faire on pourrait changer l'admission contrôleur, en créer un ou modifier un plugin ou faire autrement. Et si on ne fait pas de Go, ben on a des alternatives, mais elles sont plus ou moins officielles. Il y a des choses qu'on peut faire en C#, mais ce n'est pas nativement supporté. Donc ça rend les choses plus difficiles et vaut mieux rester dans la technologie en fait que l'éditeur a choisi. Et c'est souvent Go. Donc c'est dommage de ne pas avoir au moins ce langage-là à portée de main ou utilisable si surtout qu'on peut l'acquérir, je pense, assez rapidement sans vraiment trop forcer. Surtout maintenant on peut avoir de l'assistance de code assez facilement, les IDE sont bien. Et quand on a des langages plus évolués, si on se projette, on peut se projeter facilement dans le langage en passant quelques heures dessus assez facilement. Donc voilà, je disais, si vous faites du C#, ça vaut le coup de se jeter un peu dedans dans Go pour pouvoir avoir cette corde-là si nécessaire, pour faire des petits plugins. Il y a des extensions super pour faire des CLI rapidement ou des interfaces dans les terminaux. Ça serait dommage de pas pouvoir profiter, surtout que les SDK maintenant Go sont assez courants. Il y a des SDK.NET, des SDK pendant Azure qui sont bien. Donc ça serait dommage de ne pas en profiter, quoi. J'ai vu qu'il y avait une mise à jour sur Azure, justement, de la dernière version de Go, là, je crois. Le SDK Go est sorti cette nuit. Ouais. Bah, on est au cœur de l'actualité. Alors, je ne sais pas si tu connais, Michel, la plateforme Maker autour de Go. C'est Inigo. Non, je ne connais pas. Là, je te le conseille parce que c'est assez sympa. Je les ai vus à la FOSDEM là, à Bruxelles la semaine dernière. Et franchement, c'est sympa pour découvrir un petit peu le langage et comment on fait ça. Moi, j'ai fait, pour m'y mettre, je suis allé sur le site de Go, j'ai fait le tutoriel comme un programmeur débutant. Ça m'a permis un peu de comprendre la syntaxe et de voir un peu la philosophie du langage. Et quand une fois avoir fait le tour, je me suis dit, allez, je vais me lancer dans le premier jour d'Advent of Code. Je me suis tapé le mur dès les premières lignes sur la gestion des collections. Donc après, je suis retourné sur la partie training du site de Go parce qu'ils ont une façon de gérer des collections qui s'appelle, comme nous qu'on a les spams en .NET. Eux, ils ont ça depuis le début qui s'appelle les slices, qui permet de découper des tableaux. Et donc, en fait, on manipule pas l'objet complet tableau, on manipule des sous-ensembles. Et c'est assez sympa. Donc, une fois que j'ai fait ça, j'ai essayé de faire mon premier exercice tel que je le pensais. C'était ultra moche. Et après, je suis allé voir sur d'autres personnes qui maîtrisent plus le Go, qui ont fait les exercices et qui mettent leur code sur GitHub. Et j'ai comparé mon code tout pourri avec le leur. Et j'ai dit, ah ouais, c'est pas con, j'aurais dû le faire comme ça. Et puis, j'essaye de comprendre comment ils font. Et puis, j'ai adapté. Et puis, j'essaie de m'en resservir les jours d'après. Donc voilà, je pense que c'est pas une démarche très compliquée. Et tout le monde on peut l'adapter à n'importe quel langage, quoi. C'est qui est derrière le Go? C'est Google. C'est Google, d'accord. Ouais, c'est pour ça qu'on le retrouve. En fait, hein. Ouais. D'accord. Bon, écoute, il y en a d'autres qui l'ont utilisé déjà? Je me rappelle que j'avais utilisé ça dans le cadre justement de la création d'un provider Terraform. Ouais. Et la première lecture du Go, je pense que je rejoins ce que tu as dit, Michel, c'est très perturbant. Et la chance qu'on a eue, c'est qu'on avait un collègue dans l'équipe qui était pro-Go, qui était vraiment fan de Go, qui nous a aidés. Mais effectivement, je me rappelle qu'au début, j'ai vraiment galéré à comprendre le code. Ouais, référence à collate partout, les structures, enfin, ça fait un peu peur. L'initialisation est très spéciale. Si on ne comprend pas l'intention de chaque ligne, on est vite perdu dans le langage parce qu'on le lit avec le mauvais langage.
Moi, je me souviens, il y a quelques années, quand on était au Microsoft Meet à Redmond, j'avais discuté avec Bertrand Leroy, je ne sais pas si vous connaissez, celui qui était le papa de Orcard CMS, là. Et donc, ça devait être en 2015, je crois, 2015 ou 2016. Et il avait un rôle chez Microsoft qui était plutôt un rôle j'allais dire de conseil, et il était à fond sur le Go à cette époque-là. Il disait il faudrait que Microsoft vraiment s'intéresse à ce langage. Bon, donc maintenant c'est un peu fait puisque c'est dans Azure. Ouais, Dapper est en Go en plus, je crois, donc c'est vraiment un langage qui est approprié par Microsoft. Mhm. Ok. Une petite question. Quand tu as fait tes développements, tu l'as fait dans Visual Studio Code? Non, je les ai fait dans Goland. D'accord. C'est juste pour savoir, alors c'est pour faire une transition, c'est si GitHub Copilot supportait bien le Go et donnait bien de l'aide avec ou pas. Vous savez pas? Ah bah tu l'as, en fait, dans tous les éditeurs JetBrains, tu as Copilot qui est intégré, hein. Ouais. Même si je suis plutôt partisan d'utiliser les petits LLM locaux qui sont plutôt un mix d'intelligence un peu plus évolué. Je trouve ça moins perturbant que les bouts de code qui me balancent. C'est parce que enfin, pour ce que je voulais faire, ça m'intéressait pas qu'ils m'expliquent le code que j'avais envie d'écrire, parce que mon job, c'était d'apprendre comment l'écrire. Donc, ça ne m'intéressait pas de demander à Copilot D'avoir tout de suite la solution. Ouais. de voir tout de suite la solution. D'accord. Eh ben justement, je voulais parler de Copilot et ça, c'est Damien qui va s'en charger. Tu voulais nous parler des différentes versions de GitHub Copilot. C'est plutôt des dernières nouveautés de ces derniers mois. Mais avant, je ne sais pas si vous avez vu passer, il y a une annonce qui est passée, qui est l'arrêt de Azure Data Studio, qui sera retiré officiellement le 28 février 2026. Et donc, Microsoft conseille de migrer vers l'extension MS SQL et Visual Studio Code. Et en fait, les raisons annoncées, c'est l'amélioration et la simplification de l'expérience de développement SQL. Non, je n'ai pas. Ouais, j'avais vu passer. Mais c'est déjà, enfin, Data Studio, c'est déjà une sorte de truc basé sur Electron, enfin, sur le même shell, sur le même Ah, c'est interface basé que sur VS Code. VS Code en gros. Donc, Ouais, c'est un, en c'est un gros, c'est VS juste que Code pour eux, packagé, ça c'est leur... ça? Ouais, Ouais. c'est juste qu'au lieu d'avoir deux instances de VS Code qui doivent maintenir et mettre à jour en même temps, etc., ils simplifient leur coût de développement, on va dire, et puis ils ont tout mergé, c'est plus simple pour eux, là. Et moi, le gros avantage que je vois à ça, c'est que quand tu fais des dev conteneurs ou des environnements dans des repos où tu indiques les extensions, tu peux déjà pré-indiquer les extensions que tu veux et tu peux directement avoir Data Studio dans ton repo sans avoir à expliquer aux gens dans ce repo-là, il faut telle extension. Mhm. Bon, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle de tout rassembler, de tout mettre en extension de ce point de vue-là. Oui, et alors concernant GitHub Copilot, bon, je ne vais pas présenter GitHub Copilot, je pense qu'aujourd'hui tous les développeurs le connaissent. Et aujourd'hui, je vais principalement me concentrer sur une nouveauté qui apparaissent directement dans l'IDE. Et donc, je ne vais pas aborder tout ce qui est celle spécifique au site github.com ou GitHub Codespace. Alors, les premières versions de GitHub Copilot, elles reposaient sur le modèle GPT 3.5 et depuis plus ou moins un an, maintenant, elles reposent sur GPT 4. Et depuis octobre, en fait, on a la possibilité de choisir le modèle qu'on souhaite utiliser. Donc, on peut soit continuer à utiliser GPT-4 et plus précisément GPT-4o, mais aussi on peut opter pour Google Gemini, Anthropic Claude Sonnet ou O1 et O3 Mini. Alors, il semblerait que Claude Sonnet soit actuellement le modèle le plus efficient, mais j'avoue que je n'ai pas pris le temps de vérifier si c'est vrai ou pas. Alors, les modèles O1 et O3 sont en fait comme ChatGPT, ce sont des modèles d'OpenAI. La différence, c'est qu'en fait, ils vont mettre plus de temps à réfléchir et donc ils vont être plus lents à générer une réponse que ChatGPT classique. Alors, ils sont considérés comme plus efficaces sur des tâches complexes, comme par exemple tout ce qui est sciences, mathématiques, mais surtout ce qui nous intéresse, ils sont considérés comme plus efficaces sur des tâches de codage. Alors, pour info, OpenAI, il a comparé un petit peu ses modèles sur des tests d'Olympiade de maths et O1 a obtenu 83%, là où GPT-4o avait obtenu 13%. Et le modèle O3 Mini, en fait, c'est un compromis, je dirais, entre les deux, dans le sens où il va prendre moins de temps de réflexion que
que le modèle O1, mais il sera quand même beaucoup plus proche du modèle O1 que le modèle GPT-4o. Alors, à noter que tous ces modèles sont actuellement en version preview. Si vous voulez en profiter sur votre machine, il faut d'abord aller les activer sur GitHub. Oui, alors concrètement, on fait comment pour les activer? On va sur GitHub. GitHub.com, dans ton profil, tu as un menu qui s'appelle Copilot, et là, tu peux aller activer. En fait, tu dois activer par modèle. Hein. C'est pas j'active tous les modèles, c'est par modèle, tu dois activer. Ouais. Et tu les as tous essayés? T'as quoi? On arrive quand même à avoir un modèle favori dans tout ça, ou c'est assez difficile de choisir? Pour l'instant, il préconise Claude Sonnet, mais j'avoue que là, actuellement, je n'ai pas encore de préférence par rapport à ça. Alors, une autre nouveauté qui a été introduite en septembre 2024, c'est la possibilité de voir et aussi d'étendre le contexte utilisé par Copilot lors d'un chat. Donc, par exemple, dans VS Code, lorsqu'on démarre une conversation avec Copilot, par défaut, il va prendre le fichier actuellement ouvert. Et aujourd'hui, depuis octobre, donc on a la possibilité dans Visual Studio Code d'ajouter au fait des fichiers pour enrichir le contexte du chat. Alors, ça peut être utile si, par exemple, on a envie de créer une méthode qui applique un pattern spécifique qu'on a déjà utilisé dans notre fichier, ou par exemple, qu'on veut créer des tests unitaires, mais qu'on veut que ces derniers respectent la structure des tests unitaires qu'on a déjà créés. Alors, aussi, il peut proposer des modifications sur plusieurs fichiers en fonction du contexte qu'on lui fournit. Donc, si on lui fournit un contexte 5 fichiers, eh ben, il va être capable de générer des modifications sur ces 5 fichiers. Et d'ailleurs, dans la réponse qui est générée dans le chat, on peut voir dans les références les listes des fichiers qu'il a utilisés. Et depuis peu, en fait, il y a même la possibilité d'ajouter des instructions personnalisées spécifiques à votre repository. En fait, c'est quoi? En fait, on va créer un fichier qui s'appelle copilot-instruction.md, donc c'est du Markdown, qu'il faut ajouter dans le répertoire github.github à la racine de votre repository. Et donc, dans ce fichier, qu'est-ce qu'on peut faire? On va indiquer à Copilot les informations sur notre stack technologique. On peut lui dire les bibliothèques tierces qu'on va utiliser, ou encore des directives spécifiques. Par exemple, pour un test unitaire, on peut lui dire qu'on utilise MoQ, Bogus, Fluent Assertion, on en parlera après, et aussi à Copilot de respecter le principe AAA. Et donc, je me suis amusé un petit peu à tester ces fonctionnalités et je lui ai ajouté l'instruction suivante. À chaque fois que tu écris une méthode, tu ajoutes un commentaire avant et tu suggères une bière belge à boire. Alors, Copilot, il a bien suivi ma demande, mais alors, curieusement, le modèle GPT-4o, il me recommandait systématiquement de boire une Duvel. Voilà. Et au fait, tes instructions, tu les donnais en français ou tu les donnais en anglais? Je les ai mises en anglais, je n'ai pas testé en français. D'accord. Et au fait, d'ailleurs. Qui code en français à part toi, Richard? Ouais, gna, 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 gna. On va pas Dans le revenir sud. Je parlais de contexte tout à l'heure. Et au fait, quand vous créez votre Copilot instruction.md, au fait, vous voyez directement quand vous ouvrez un chat avec Copilot que votre fichier Copilot instruction est utilisé dans le contexte par Copilot. Aussi, depuis plusieurs mois, on a la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle les GitHub Copilot Extensions. Donc, ce sont des extensions qui permettent d'intégrer des outils, je vais appeler ça comme ça, des outils externes à Copilot pour améliorer les fonctionnalités. Par exemple, dans le chat, on peut utiliser ces outils en mettant le @ suivi d'une nouvelle extension. Donc, si par exemple, on a une extension Docker qui existe d'ailleurs, on peut l'invoquer en mettant @docker pour lui demander de générer des fichiers Dockerfile, Docker Compose ou encore le Dockignore. La liste des extensions disponibles se trouve sur le marketplace de GitHub. Alors, je ne les ai pas encore testées, mais il y en a qui semblent intéressantes, comme par exemple une extension de Mermet que j'avais présentée lors de DevOps il y a quelques temps, et qui permet, en fait, on pourrait demander, Mermet, c'est pour générer des flux à partir de Markdown, et en fait, on peut lui demander de générer un schéma à partir de notre projet de base de données. À savoir qu'on peut créer nos propres extensions, et qu'une extension s'est ajoutée à notre compte GitHub. Et donc, si on ajoute une extension, elle est disponible sur toutes nos machines. Alors, une autre information intéressante qui est disponible depuis mi-décembre, c'est le fait qu'aujourd'hui, GitHub Copilot, on a une version gratuite. Alors, bien entendu, il y a certaines limitations. Par exemple, on a limité à 50 interactions en chat par mois et 2000 complétions de code. Et alors, on n'a par exemple pas accès au modèle OpenAI O1,
Par contre, on a bien accès, si on active, aux autres modèles, dont O3 Mini. Et alors, on n'a pas accès à toutes les fonctionnalités un peu plus avancées, comme par exemple, avec la version gratuite, on n'aura pas l'assistance de copilote dans les revues de code sur GitHub. Et alors, tout récemment, il y a même pas une semaine, donc quand j'avais proposé ce sujet à Richard, j'étais même pas au courant de cette nouveauté. Il y a GitHub qui a annoncé GitHub Copilot Agent. Alors, c'est une évolution qui vise à rendre Copilot encore plus performant. Et c'est une fonctionnalité en preview. Alors, moi, je n'ai pas encore eu l'occasion de la tester, je n'y ai pas accès. Donc, mon avis va se baser sur la vidéo que j'ai vue sur la présentation de ce nouveau mode. Au fait, l'utilisation est similaire au fait qu'on crée un chat classique. La différence, qu'on va choisir le mode agent dans le chat. Une fois que c'est sélectionné, on va pouvoir lui demander d'effectuer des modifications, ajouter une nouvelle feature, une nouvelle fonctionnalité. Et au fait, il va regarder, même si ça implique plusieurs modifications de fichiers, même si ça implique plusieurs modifications de fichiers sur plusieurs projets, en fait, il va être capable d'appliquer ces modifications, alors que là, on n'a même plus besoin de lui fournir les contextes comme on a besoin aujourd'hui de fournir les contextes actuellement. Et encore plus impressionnant, on peut même lui dire, alors tu ajoutes ces nouvelles fonctionnalités, tu adaptes les tests unitaires et tu les valides. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre à jour le code, il va mettre à jour les tests unitaires, et ensuite, dans le chat, il va nous dire, maintenant, on va lancer cette commande, et cette commande va lancer les tests unitaires. Donc, on clique sur Run toujours dans le chat, il va lancer les tests unitaires automatiquement, et Copilot, l'agent Copilot, il va même être capable d'analyser les résultats des tests unitaires, et si pour une raison quelconque, il y a un test unitaire qui échoue, c'est le copilote qui lui-même va être capable de corriger pour que ce test unitaire fonctionne. J'ai le temps de prendre un café pendant ce temps-là ou pas? Alors, pour l'instant, je l'ai vu qu'en vidéo, alors ça donne vraiment envie de tester. Alors, par contre, cette approche me demande quand même, parce que je me pose des questions dans le sens où on s'éloigne du rôle copilote qu'a aujourd'hui GitHub Copilot, parce que son nom c'est copilote, parce que là, c'est quelque chose qui tend à devenir complètement autonome. Maintenant, savoir dans les conditions réelles comment ça réagit. Donc, pour résumer, on peut voir que GitHub Copilot il continue à pousser les limites de l'assistance au développement. Alors, j'ai vraiment hâte de tester ces nouvelles fonctionnalités du GitHub Copilot Agent. Je ne sais pas si l'un d'entre vous a déjà pu le tester, ce qu'il en pense, et si vous avez déjà utilisé en fait, toutes les dernières fonctionnalités présentées ces derniers mois. Gérald, tu as eu accès, toi, à Agent ou pas? Je crois pas, non. Non, toi, t'en as pas besoin, de toute façon. Bon, non, j'avais eu accès à un autre truc de GitHub qui était en preview aussi, qui permettait de modifier les repos au complet, là, juste avant, mais via l'interface web. Et ça marchait vraiment pas, là. Faut être honnête, là. C'est un truc qui prenait 20 minutes à essayer de te produire 3 changements, et puis il te dit, il crash, ton fichier est trop gros, je peux plus continuer. C'était vraiment une catastrophe, là. Après, ils vont sûrement s'améliorer, mais quand j'avais eu accès à ça, il y a, je sais plus, il parle de 1-2 mois, je pense, qu'ils a ouvert les accès à ça. C'était vraiment pas production ready, là. C'était vraiment une bêta alpha, quoi. Alors, dans le sens mauvaise expérience, j'ai essayé avec GitHub Codespace. Je lui ai dit, crée-moi un projet C# et qui retourne juste un contrôleur qui retourne une liste de disques. Et en fait, il m'a créé le projet en .NET 5. Ouais. C'est pour t'apprendre à faire les Parce qu'il a été entraîné il y a 4 ans. 2021, C'est marrant parce que j'ai vu un blog post il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, où quelqu'un tu vois, c'est généré par Copilot, que ça disait avec la dernière version de .NET 3. Puis tu vois, tout ce qu'il mettait, c'était des vieilles références. Bon, ça va être vraiment généré, il n'y a même pas une review, il n'y a rien. Ok, c'est vrai aussi, par exemple, pour les templates, pour les templates qui sont dans Visual Studio, assez fréquemment, on a encore je ne veux pas dire des vieilles versions, des versions 7 ou 6, mais là, il y a un certain nombre qui restent sur la version 8, quoi, encore. C'est normal, c'est la LTS, non? Ouais. Dev.net. Richard Clark. Ok, puisqu'on est dans l'intelligence artificielle,
On a Olivier qui, lui, voulait nous parler de la bibliothèque officielle de OpenAI. Oui, tout à fait. Merci. Tout à fait. C'est François qui te contamine ou quoi? Oui, en s'agit-il, c'est en fait que Microsoft a sorti une bibliothèque officielle pour accéder en fait à OpenAI, qui s'appelle tout simplement OpenAI-.net. Et c'est en fait une bonne nouvelle parce que jusqu'à maintenant, on n'avait pas vraiment grand-chose à part des trucs communautaires ou des choses qui étaient à droite à gauche. Et elle permet d'attaquer directement les serveurs d'OpenAI autant que de passer par Azure si on préfère bénéficier des services d'Azure. Donc c'est pas mal. Donc jusqu'à maintenant, en fait, on était obligé en fait de se débrouiller avec des appels REST en fait à la main pour interagir avec les API d'OpenAI, et ce qui était assez loin d'être idéal. Et donc, ils ont écouté les frustrations des développeurs, ce qui n'est pas plus mal pour une fois, et ils ont noté 3 problèmes qui semblaient assez évidents, qui étaient le manque de support pour .NET, puisque ce n'était pas vraiment complètement adapté, la complexité des API REST, parce que ça devient vite très compliqué dès qu'on veut gérer les erreurs, etc. Et surtout l'absence de garantie de support pour les bibliothèques open source existantes. Et ça, c'était plus embêtant pour les gens qui aiment bien avoir un peu de garantie quand ils mettent des choses externes dans leur code. Et c'est là qu'est intervenue cette collaboration en fait avec OpenAI directement, donc entre Microsoft et OpenAI, pour créer une bibliothèque officielle, donc véritablement, qui est sécurisée et parfaitement intégrée à l'environnement, à l'écosystème .NET qu'on connaît, quoi. Donc, qu'est-ce qu'elle apporte de plus que les petits trucs qui existaient avant? Concrètement, d'abord, elle supporte toutes les API REST d'OpenAI, qu'il s'agisse de GPT, de DALL-E ou même du modèle Whisper pour la transcription audio, et ce, dès le jour de leur sortie. Donc, on est à Day One, quoi, je veux dire. Ensuite, elle simplifie beaucoup le développement, parce qu'il n'y a plus besoin de se battre avec les appels REST manuels, qui sont assez sujets aux erreurs. Tout est encapsulé dans une API assez intuitif et conçu pour s'intégrer normalement dans du .NET tel qu'on le connaît, quoi. Et puis, il y a des petits plus qui font quand même la différence. On a des fonctionnalités comme la gestion automatique des erreurs, ça c'est quand même une bonne chose. La gestion automatique des retries, surtout dans ce genre d'opération, c'est pas mal. Et on a même l'intégration avec OpenTelemetry, dont je parlerai peut-être un jour, pour la télémétrie et le suivi des performances. Et enfin, pour ceux qui travaillent sur des applications critiques, c'est une bibliothèque qui offre quand même une vraie tranquillité d'esprit parce qu'elle est soutenue par Microsoft avec un support officiel et des mises à jour régulières en cas de faille de sécurité ou de nouvelles fonctionnalités avec une stratégie donc Day One. Donc, c'est une bibliothèque assez intéressante. On a maintenant quelque chose d'assez complet, de garanti par Microsoft. Il reste des fois des questions qu'on se pose là-dessus, donc j'ai une sorte de mini FAQ que je vais vous balayer en 2 secondes, sur laquelle j'ai travaillé, parce que c'est des questions qu'on se pose inévitablement à un moment ou à un autre. C'est est-ce que ça nécessite une connexion à Azure, par exemple? Donc non, ça fonctionne aussi bien directement avec les serveurs d'OpenAI qu'avec les serveurs Azure OpenAI. Donc, dans un cas comme dans l'autre, c'est une question de configuration. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la même bibliothèque permet de faire les deux. Alors, en quoi elle diffère des appels REST manuels? C'est simple, les appels REST, c'est assez compliqué. Il faut faire les erreurs, la gestion d'erreurs, etc. Là, tout est encapsulé dans des méthodes simples et idiomatiques. Et puis, on bénéficie des fonctionnalités comme les retries automatiques, la gestion des délais d'attente, les timeouts, etc., etc., etc. Est-ce qu'on peut utiliser cette bibliothèque pour tous les modèles d'OpenAI? Eh bien, oui, c'est ça la bonne chose, c'est qu'on peut utiliser tous les modèles, ils sont tous pris en charge, que ce soit les modèles de GPT, comme GPT-4, bien sûr, DALL-E pour la génération d'images, ou Whisper pour la transcription audio, et la bibliothèque est conçue pour couvrir l'intégralité des API disponibles sur la plateforme OpenAI. C'est l'avantage de cette collaboration entre Microsoft et OpenAI, bien évidemment. Quatrième point, est-ce qu'elle est compatible avec les dernières fonctionnalités d'OpenAI? Eh bien oui, puisque justement, il s'engage à une parité jour 1 avec les nouvelles fonctionnalités d'OpenAI. Donc ça, c'est un avantage. 5e point, est-ce qu'on a des avantages à passer par Azure OpenAI avec cette bibliothèque-là? En fait, ça va dépendre des impératifs du projet, puisque si on passe par Azure OpenAI au lieu d'attaquer directement les serveurs d'OpenAI, on pourra bénéficier de l'authentification sécurisée d'Azure, ce qui évite d'avoir utilisé une clé d'API dans le programme pour pouvoir accéder aux fonctions. Et on va avoir des jetons Azure Active Directory, des choses de ce genre-là. Le contrôle des utilisations aussi, puisque grâce au RBAC, le Role Based Access Control, dans Azure, on peut définir
qui a accès à quoi dans l'application, des déploiements personnalisés, des supports renforcés, etc., etc. Bon, bref, donc il peut y avoir des intérêts à passer sur les serveurs Azure, ou on peut accéder directement au serveur OpenAI. Alors la différence entre OpenAI et Azure OpenAI dans la bibliothèque, c'est vraiment très simple. Quand on utilise OpenAI, on va directement pointer sur un modèle, par exemple GPT-4, et puis on fournit sa clé API. Quand on veut attaquer via Azure OpenAI, en fait, on configure un déploiement dans Azure et on référence ce déploiement dans le code, ce qui permet un meilleur contrôle et une intégration avec d'autres services Azure si on a besoin. Donc les changements dans le code sont vraiment minimes grâce à cette bibliothèque, mais on peut faire les deux selon les besoins. Est-ce que ça prend en charge les API expérimentales? Ça, il y a des gens qui sont intéressés par ce genre de choses. La réponse, là aussi, c'est oui, avec bien sûr des précautions, c'est-à-dire qu'on va avoir des warnings, etc., parce que bien sûr, il faut être prévenu que ce n'est pas du définitif. Mais donc, on les a aussi. On ne va pas rentrer dans les détails là-dessus non plus. Est-ce que la bibliothèque est extensible? Oui, elle l'est. Par exemple, c'est comme ça que Microsoft, justement, a fourni sa bibliothèque compagnon Azure OpenAI par-dessus. Donc, on peut faire plein de choses. Est-ce que pourquoi? Alors, il y a des gens qui se demandent pourquoi Microsoft a repris en fait le package existant en fait au lieu d'en recréer un nouveau. Et d'après ce qu'on peut comprendre, c'est que Microsoft a choisi de reprendre le package Nugget qui existait déjà, qui avait été créé par la communauté, parce que il était déjà populaire et bien connu des développeurs .NET, donc c'est un peu de la vampirisation. Il avait un excellent référencement SEO et c'était dommage de s'en priver. Et puis que cette reprise a permis aussi une transition un peu plus en douceur pour les utilisateurs qui utilisaient l'ancienne bibliothèque vers la nouvelle, puisqu'il y a aussi des guides de migration et de compatibilité entre les deux. Est-ce qu'il faut des compétences particulières pour utiliser la bibliothèque? Non, parce qu'en fait, telle qu'elle est fichue, en fait, on appelle des fonctions, des choses comme ça. Il n'y a pas besoin d'être un expert en intelligence artificielle. Il y a quand même intérêt à comprendre ce qu'on fait et ce que c'est un prompt. Mais enfin bon, je veux dire, c'est quand même le minimum. Mais enfin, c'est relativement simple à utiliser. Et puis maintenant, où est-ce qu'on peut trouver de la documentation et des exemples là-dessus? Ça, je vais donner les liens à Richard qui les ajoutera dans le truc, la petite note qui sortira en même temps que le podcast. Ça sera simplement mieux que de vous donner les adresses à l'écran. Je t'en foutrais, moi, des trucs. Donc voilà. Donc voici pour cette petite bibliothèque fort sympathique. Et c'est compatible avec le Microsoft Extension.ai, je suppose. Alors, je n'ai pas fait l'essai de mélanger les deux, je dois avouer, pour l'instant. Mais à mon avis, on doit pouvoir ouais. faire. Oui, qui rajoute encore une couche d'abstraction qui permet d'éviter d'être trop lié à un modèle de LLM, quoi. Ok, bon. Il y a quelqu'un qui d'ailleurs, est-ce qu'il y a quelqu'un qui utilise dans un de ses projets de l'IA? Alors moi, je l'ai utilisé. Ouais. Moi, j'ai utilisé et je l'ai utilisé en fait après dans un autre projet, parce que pour les projets clients, malheureusement, on a du mal à en parler, les gens n'aiment pas ça. Donc, j'ai refait un truc sur un projet que j'avais fait, j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne. Ça consistait en fait, c'était un programme à la noix, c'était une démonstration MAUI, un truc qui permettait de ranger des boîtes, en fait, de classifier des boîtes quand tu as plein de boîtes de rangement dans ton bureau, etc., de leur coller des numéros et de retrouver ce qu'il y avait dedans, quoi. Et au départ, dans la première version, il y avait une gestion des catégories. Donc, quand tu crées une boîte, tu disais à quel endroit elle était rangée dans tes locaux, tu disais ce qu'il y avait dedans, et puis tu choisissais en fait des catégories que tu créais au fur et à mesure. Par exemple, c'est, je sais pas, des prises électriques, des prises multiples, c'est des composants électroniques, c'est des machins comme ça. Et puis, c'était un truc de démo, mais quand même, j'ai essayé de l'utiliser un peu parce que j'ai quand même pas mal de boîtes à ranger. Et je me suis vite rendu compte que c'était vraiment très très chiant cette histoire de catégorie. Parce qu'en fait, tu arrives dans les problèmes de taxonomie, en fait, où tu crées un truc et puis au bout d'un moment, tu te rappelles soit que tu as 20 ou 30 entrées qui se ressemblent beaucoup, mais tu veux faire une nuance, avant c'est l'enfer complet. Et je m'étais dit, tiens, comment prouver aux gens qu'en fait que l'IA, c'est pas un truc stupide qui est juste une mode, mais qu'on peut l'utiliser même dans des tout petits projets ridicules comme ça, et que ça peut simplifier le développement. Et l'idée, ça a été en fait de supprimer complètement la gestion des catégories de l'application et de se dire que finalement, les catégories, catégoriser, c'est comme le boulot d'une intelligence artificielle. C'est un truc qu'elle sait bien faire. Et toute la gestion de la catégorie, en fait, je l'ai remplacée par une simple création automatique. Donc, quand on veut avoir un rapport en fait des objets par catégorie, ça envoie une requête à OpenAI et ça lui envoie les objets. Et lui, il lit le contenu des boîtes et il essaye de leur créer des catégories.
et il regroupe les boîtes après par catégorie, puis après tu fais un rapport en HTML à la loi, ça marche très bien. Et voilà comment, par exemple, une fonction qui était assez importante, parce qu'il n'y aurait pas d'intelligence artificielle, j'aurais été obligé de garder cette fonction de catégorie, et comme dans beaucoup de programmes, d'applications, de gestion d'articles, de machin, etc. Et en fait, tu t'aperçois, par exemple, ce genre de trucs, de fonctionnalités, tu peux complètement les faire sauter. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus une seule ligne de code dans l'application qui gère les catégories. Tout est fait en fait par l'intelligence artificielle qui comprend le contenu des boîtes et qui va créer les catégories et qui va après te permettre de créer le rapport que tu vas mettre en cache pour être sûr de ne pas le rappeler, pas régénérer à chaque fois avec l'appel à la clé API, etc. Donc voilà un exemple simple dont je peux parler parce que c'est pas un truc client. Je veux dire de comment tu peux utiliser de l'AI simplement dans un programme et comment ça rajoute de l'UX, comment ça rajoute du pratique et comment tu gagnes de la dette technique parce qu'en fait il y a plus de dette technique parce qu'il n'y a plus de code qui est écrit, quoi. Après, voilà, il faudra créer l'agent qui rangera tes câbles dans les boîtes, quoi. Voilà, après, il faut un robot de chez Elon Musk qui va directement chercher les boîtes tout seul. Et puis... Ouais, moi j'ai le cas là chez un client où en gros c'est des artisans qui doivent intervenir sur différents chantiers et qui sur le chantier font un compte rendu de ce qu'ils ont fait. Alors bien sûr c'est pas Shakespeare qui fait la plomberie et l'électricité, donc on a des textes qui sont moyens, on va dire, et donc à la fin de la journée pour envoyer au client le résumé des différentes interventions. Ça me permet de générer un texte propre en prenant le contexte de on est arrivé ici suite à la demande de machin et voilà ce qu'on a fait, quoi. Et c'est vrai que ça marche pas mal, quoi. Ouais, ça marche pas mal. Juste un truc, Olivier, moi là, je vois une problématique dans ton histoire, c'est que si tu fais tes catégories, c'est-à-dire que dans 2 ans, 3 ans, ton code, il marchera toujours. Là, ce qui m'ennuie, c'est en mettant une dépendance à l'extérieur, c'est que le modèle, tu sais pas comment il va évoluer et tu sais pas comment il va marcher dans 3 mois ton code, puisque tu es soumis à une dépendance externe et que tu contrôles pas, quoi. De toute façon, tous les logiciels sont soumis la plupart du temps à des dépendances externes, à des nuggets externes, avant même mais là, on est sur l'algorithmique. Là, ici, en fait, tu as un service qui permet tu lui fournis des datas et tu lui demandes de te créer des catégories. À la limite, que ce soit OpenAI, que ce soit Gemini, que ce soit n'importe qui d'autre, ça m'étonnerait que d'ici l'année prochaine, l'intelligence artificielle disparaisse complètement. Donc, si ce n'est pas ce modèle-là, ça sera un autre qui sera utilisé, mais le résultat sera le même pour l'application. Oui, puis c'est pas très compliqué. Tu peux utiliser un LLM en local, là, à la limite. En plus, oui, selon les puissances. Donc, je pense pas que le risque soit si grand que ça. Pour d'autres applications, je dis pas, peut-être ça demandera réflexion, mais dans ce cadre-là, je pense pas qu'il y ait un danger vraiment majeur. Bien, merci Olivier. J'ai oublié de te dire merci, et Damien. On va continuer, on va accélérer un petit peu là. Jérémy, toi tu voulais nous parler de PeebleOS. Alors encore du Google, on a parlé de Go tout à l'heure, maintenant on parle de PeebleOS. Tout de suite c'est du Google. C'est pas vraiment du Google. Alors Peeble, on va recadrer un peu ce que c'est déjà, parce que les gens ne connaissent pas. François certainement, parce que je pense qu'il était intéressé à l'époque. Peeble, c'est un projet Kickstarter. Déjà, il faut se rappeler que c'est un des très très gros projets Kickstarter de 2012-2013 qui a très très bien marché. Et en fait, malheureusement, la société qui était derrière, elle n'a pas tenu très longtemps. Donc, elle a sorti un peu de matériel, si je dis pas de bêtises, sur les années 2013-2016. Donc, il y a 2-3 matériels Peeble qui circulent encore un petit peu dans la nature. Et puis, 2016, en fait, tout ce qui était propriété intellectuelle de Peeble a été récupéré par Fitbit. Et Fitbit, en 2021, a été racheté par Google. Qu'est-ce qui s'est passé depuis pour Peeble? Rien. Rien de chez rien. Il y a des personnes qui essaient de maintenir en fait une petite OS alternative qui s'appelle Ribble. Ribble, c'est une belle promesse aujourd'hui. Si vous allez sur la page, ils ont une page sur GitHub. Ils en sont dans une situation où le projet, malheureusement, n'a que 20% des fonctionnalités qui ont été implémentées et qui étaient présentes sur les montres qui sont fonctionnelles. Donc, quand on a entendu dire que Google allait partager le code de Peeble, les gens de Ribble se disaient super, c'est reparti, on y va à fond et tout. Donc gros engouement, sauf qu'aujourd'hui, faut trouver du matériel. C'est pas évident de trouver du matériel qui a plus de 10 ans. Du matériel qui marche encore, c'est encore moins évident.
Et puis, bah, nos amis chez Google, en fait, quand ils ont partagé, ils ont partagé, mais ils ont retiré tout ce qui était propriétaire et vraiment intéressant, donc tout ce qui était Bluetooth, tout ce qui permettait de faire des échanges avec le matériel. Ils ont retiré ce qui est gestion des polices, un certain nombre de choses, ce qui fait que finalement, le cadeau qui a été fait à la communauté semble un petit peu empoisonné. J'ai tenté d'aller faire un petit tour sur le GitHub. Ils ont fourni plein de docs, c'est super documenté, c'est propre et tout, mais il n'y a pas le matériel. Et surtout, j'ai vu des gens qui se sont mêlés les pinceaux. C'est pas du Fitbit, hein. Il y a une grosse méprise. C'est fait uniquement pour fonctionner sur le matériel Peeble qui était sorti sur la période de 2013 jusqu'à 2015 et pas sur autre chose. Donc c'est un peu la grosse déception, c'est un peu la grosse douche froide, alors que ça semblait être parti pour être très sympa. Et puis surtout, ben, moi j'en parle parce qu'en fait, je profite toujours un petit peu dev pour répondre aux questions qui me sont posées. Quid de l'avenir par rapport au partage de Fitbit? Il n'y a absolument aucune communication, il y a beaucoup de personnes qui posent des questions sur le sujet. Tout le monde se rend bien compte que depuis 2021, Fitbit est devenu coquille vide. Google a fait beaucoup de promesses à l'Union européenne par rapport à la protection des données de tous les ressortissants européens. Apparemment, pour l'instant, ça a tenu. Par contre, tout ce qui est propriété intellectuelle, comment dire, on va dire poliment, ils ont labouré, quoi. Ils ont labouré Et leur stratégie, c'est pas de tuer Fitbit et de tout mettre dans leur Google OS, Google Wear OS, ou je sais pas comment ils appellent en ça, fait, avec leur montre et tout ça, là. ils ont Je apparemment comprends que c'est pas récupéré ça la beaucoup de stratégie. brevets. Il y avait beaucoup de brevets chez Fitbit. Vu ce qui a été fait sur Peeble, parce que Fitbit, c'est quand même, c'est quand même une entreprise qui a beaucoup bougé en récupérant Peeble, sachant qu'ils ont récupéré la propriété intellectuelle de Peeble, ils ont aussi récupéré beaucoup de personnes qui travaillaient sur Peeble. Il faut savoir que chez Google, il y a encore des salariés aujourd'hui chez Google qui sont des gens qui étaient sur les premières versions de Peeble. Ça, c'est un truc que les gens, c'est des passionnés, hein, ils sont toujours dessus. Par contre, depuis qu'ils sont passés Google, c'est compliqué d'échanger avec eux, très compliqué. C'est pas Microsoft. C'est pas, en termes d'échange, c'est pas du tout la même philosophie, c'est pas la même manière de parler. Moi, il y a des personnes qui me racontent plus, hein, depuis 2021. Voilà, c'est spécial. Donc Peeble, en gros, tu nous dis, c'est plus ou moins mort, quoi. C'est la douche froide. C'est la douche Ouais. froide. C'est une grosse com en disant Google partage un OS en open, ça y est, allons-y. Il faut savoir que ce qu'ils partagent, c'était déjà à la base sur un autre OS qui était ouvert. Les spécifications du matériel, elles ne sont pas ouvertes. Donc c'est très compliqué. Les gens je vous disais, hein, vous allez voir sur le projet Ribble, aujourd'hui, il n'y a que 20% des fonctionnalités qui sont utilisables. Ouais. Et puis il n'y a pas de matériel. Ouais. Ok, bon. Compliqué. C'est pour ça que le fondateur de Peeble relance le projet suite à l'annonce de Google, et il a l'ambition de ressortir un OS complet, de recoder ce qui manque et de redévelopper du matos. C'est ce qui se dit. Attendons Voilà. de voir. En fait, c'est ce qu'il a annoncé. Bon, maintenant à voir. Oui, c'est ce qu'il a annoncé. Et après, tu as raison sur les parties qui manquent, mais officiellement, Google n'a pas les droits dessus. C'est ça qui est bizarre. C'est en fait les piles Bluetooth, en fait, c'est très particulier parce que c'est géré par des consortiums, et si tu n'as pas les licences croisées qui vont avec, tu n'as pas le droit de les publier. Alors là-dessus, moi je ne le connaissais pas. Par contre, j'étais choqué sur la partie police, qui est une chose qui est essentielle. Quand on a bossé sur du Fitbit, qui est le successeur de Peeble, on a bien vu toutes les problématiques qu'il y avait avec. Il y a quand même beaucoup de choses à faire, il y a quand même beaucoup de travail à faire. Le fait qu'ils aient fermé la partie police, waouh, je comprends pas, quoi. Qu'est-ce qu'il y avait de si propriétaire qui peut être récupéré, sachant que tout ce qui a été fait sur Fitbit a été abandonné parce que rien n'a été repris pour finir dans toute la partie Android Wear. Donc on voit bien qu'il n'y a rien qui est conservé. La philosophie initiale, il n'y a rien qui est conservé. Du Fitbit qui fonctionnait avec tous les environnements, parce que oui, avant, on faisait du Windows Mobile avec du Fitbit, on faisait aussi de l'iPhone, on ne faisait pas que l'Android. Aujourd'hui, vous avez un device Fitbit, c'est que du Google. Ouais, c'est clair.
Après, au niveau des polices, il faudrait voir qu'est-ce qu'ils utilisent vraiment comme système. Parce que à les polices, c'est très particulier entre ce qui est vraiment open source et ce qui n'est pas du tout open source. Oui, c'est pour ça que C'est très je suis un peu bizarre surpris. ouais. Parce qu'ils avaient dû réussir à apprendre quelque chose, sachant que derrière, il faut savoir que quand on travaille sur la partie Fitbit qui a suivi, c'était très simple. On traitait des images, donc on plaçait des images avec des CSS, et puis on appliquait nos CSS pour avoir du texte bien placé. Il y avait plusieurs librairies, on a tous un peu, enfin toutes les personnes qui ont fait du Fitbit ont travaillé un peu sur le sujet pour essayer d'améliorer les choses. Et il y a plein d'utilitaires qui permettaient justement, à partir d'une police, de faire des images, de réimporter, et puis après d'avoir ces petites méthodes pour afficher les images, et chacun avait sa solution plus ou moins optimisée. Donc c'est j'ai un peu spécial, je comprends pas. Donc pour moi, c'est la douche froide, j'attends de voir la suite, j'attends que Google se réveille et puis nous partage FitBitOS. Ça serait cool parce qu'il y a encore du matériel. Et le matériel, il marche très bien, il faut le savoir. Ouais. Voilà. Ouais, il y a ma femme là, qui a une Fitbit, là, elle a, je sais pas, elle a presque 10 ans, quoi. Hein. Donc, et ça marche toujours, quoi. Bah oui. Ok, bon, ben, merci Jérémy. On reviendra vers toi avec Gérald là, pour nous parler de Fluent Assertion. François, toi, tu avais 2 sujets, si je ne m'abuse. Éventuellement. Tu avais un sujet qui m'interpelle là sur les problèmes de chargement des pages par les navigateurs dits modernes. Ouais. Alors ça, en fait, donc la semaine dernière, j'ai fait le déplacement à la FOSDEM. Je ne sais pas si quelqu'un connaît ou pas du tout. Non. Bon. En fait, la FOSDEM, c'est le plus gros événement développeur open source en Europe. D'accord. Voilà. Grosso modo, ça existe depuis 25 ans. C'est plus de 9000 personnes en 2 jours et 650 sessions qui sont jouées par 700 intervenants. D'accord. Donc, c'est un très, très gros truc. C'était où? Et tu avais aussi une très, très belle stack Go, d'ailleurs, hyper intéressante, d'ailleurs, à suivre. Et en feuilletant l'agenda, en fait, je suis tombé, et d'ailleurs, je suis allé voir la session, je suis tombé sur la session, en fait, qui s'appelait comment les navigateurs chargent réellement les pages web. Et en fait, quand tu regardes un petit peu tout ça, tu te dis que c'est le bordel total. Mais vraiment un très très gros bordel parce que déjà entre Chromium, Chrome, Edge Chromium, Firefox, WebKit, à Safari, personne ne fonctionne exactement de la même manière. Et les démos étaient vraiment extrêmement intéressantes, c'est qu'il a pris, en fait, c'est l'intervenant, hein, donc c'est un intervenant qui vient de Shakamai, donc bon, a priori c'est de quoi il parle quand même, et donc il prenait un fichier HTML avec du CSS et du JavaScript dedans, etc., tous les assets strictement identiques, et en fait il disséquait comment le navigateur chargeait tout ça, et en fait tu as des séquences de cascade en fait de chargement avec des blocages d'assets et tu as des histoires de priorité entre les priorités hautes, très hautes, moyennes et très basses. Et en fait, selon le navigateur, il va te bloquer un certain nombre de choses parce que c'est le navigateur en fait qui donne les priorités dans les chargements. C'est pas ton back-end, c'est pas ton serveur web, applicatif ou ce que tu veux qui donne les priorités. Alors, il peut donner les priorités, mais si le navigateur il n'est pas d'accord avec toi, il se fout de ce que tu lui indiques dans le code en fait. Et c'est très très amusant, c'est que en fait, et tu t'aperçois que tu as des assets qui sont extrêmement prioritaires, donc eux, ils passent vraiment en priorité, et les autres, tu as l'impression que de temps en temps, c'est quand le navigateur il consent à regarder qu'est-ce qui se passe après. Et c'est pour ça que dans du Chromium et aussi dans Safari et depuis quelques mois maintenant dans Firefox, ils utilisent un mode qui s'appelle, alors en français, on appelle ça un mode serré, en fait, qui permet de plus attendre la fin de ses priorités au niveau module pour commencer à charger le reste. Et donc, en fait, ça permet d'optimiser le chargement et ne plus avoir des chargements un petit peu bizarres
quand tu fais tes tests entre les 3 principaux navigateurs. Et ça c'est au niveau du navigateur? C'est une configuration du navigateur? D'accord. Ouais. En fait, c'est qu'au niveau du navigateur. Et c'est en fait, et le speaker, il précisait bien, c'est lui qui a la main. En fait, mais il fait ce qu'il veut. Alors, tu as des moyens de forcer les priorités. Donc, en fait, tu as des fonctionnalités, je vais te retrouver le nom, parce que c'est super intéressant à regarder. C'est le Fetch Priority. Ça doit être ça. Qui te permet, en fait, directement dans le code, de forcer les priorités. Mais même là, en fait, le navigateur, il garde la main. Et donc, si par exemple, tu mets que tels assets, tu les mets en priorité, mettons moyenne, il est capable, le navigateur, de dire non, toi, tu dis ça, mais moi, je le passe en priorité basse. D'accord. Et c'est vraiment, en fait, quand tu comprends comment les pages web sont découpées, comment elles sont envoyées et comment elles sont chargées, tu commences à comprendre pourquoi parfois tes pages mettent du temps à charger et pourquoi les polices, les images ou tes scripts ne se chargent pas en même temps. En fait, je prends un exemple très très bateau. Les polices de caractère que tu utilises, en fait, sont en priorité ultra basse. Donc, elles, ce sont les dernières à s'afficher. D'accord. Donc ça, c'est super intéressant à suivre. Les slides et la vidéo sont en ligne sur le site de la FOSDEM. Et c'est vraiment super intéressant, effectivement, à voir comment ça fonctionne parce que, encore une fois, ça permet de comprendre pourquoi on a des différences, même si ton sim il est vraiment uniforme. Ouais. Moi, je veux bien le lien parce que. Je veux bien. Parce que les polices de caractère, c'est quand même très structurant, quoi. Oui, mais c'est pas considéré comme un asset critique. Tu peux lire le texte même sur ta police, en fait. Donc, c'est pas critique. Il vaut mieux acheter une image parce que ça, c'est vraiment critique. Oui, parce qu'ils considèrent que la police de caractère, elle n'est pas importante. Mais là, souvent, la police de caractère, elle est associée à un design et si elle n'est pas chargée. Mais en fait, ce qui est bizarre, c'est que même si tu as des assets, effectivement, en CSS, ou des assets JS, etc., en fait, lui va redécouper derrière. Et si tu as des dépendances d'assets à ce niveau-là, en fait, le navigateur, il va quand même te les découper. Et ça, c'est très... Alors, le mode serré dans le Chromium est le plus documenté. Le moins documenté, c'est dans Safari, même s'il est présent, mais en fait, il dit qu'il ne comprend pas comment ça fonctionne toujours. C'est très, très bizarre. Et dans Firefox, comme c'est un petit peu nouveau, en fait, il ne sait pas trop comment ça se passe aujourd'hui à ce niveau-là. Voilà. Mais donc, j'ai mis dans le chat le lien, mais c'est super intéressant. Je vous conseille vraiment de lire à la presse, mais de regarder, parce que ça, voilà, encore une fois, c'est bien de comprendre les mécanismes internes. Ouais, moi j'ai appris qu'il y avait que, je crois que c'est sur Chromium, il n'y a que 6 piles HTTP qui peuvent être exécutées en même temps, quoi. Enfin, Alors maintenant, ça a un petit peu changé parce qu'ils font en fait du multiplexing avec le HPP 2 et 3. Ça s'est un petit peu amélioré à ce niveau-là. Voilà. Par contre, il disait bien que malgré tout, en fait, quel que soit le navigateur, parfois, tu as des goulots d'étranglement qui vont se passer. Et donc, en fait, il ne faut pas plus de 2 assets prioritaires pour pouvoir commencer à déclencher le reste. Parce que sinon, il s'en met les pinceaux. Et dans certains cas, en fait, lui, il considère qu'il y a trop de données qui arrivent. Donc, en fait, il gèle tout et il charge que le prioritaire, et tout le reste, mais laissé dehors. Ouais, c'est comme moi avec mes emails, quoi. Voilà, c'est ça. Ok, c'est super intéressant, ça. Ouais, c'est vraiment intéressant. Et pour le prochain numéro de Programmé, j'imagine que tu vas nous parler de Microsoft. Oui, un petit peu quand même, parce que alors c'était l'occasion, en fait, parce qu'on va fêter les 50 ans de Microsoft.
En fait, c'est presque maintenant, hein, voilà, c'est à partir d'avril en fait que l'on fête tout ça, même si officiellement c'est juillet. Donc c'était vraiment l'occasion de faire un numéro spécial autour des 50 ans, de parler un petit peu du passé quand même, d'où ça vient, d'où on vient, le présent évidemment, donc avec tous les sujets qui ont été évoqués avec du .NET 9, etc., du VS, voilà, et puis un petit peu de futurologie autour de ça. En fait, l'idée, c'est vraiment d'essayer de dresser un portrait, alors imparfait, parce que voilà, parce qu'on pourrait en faire des centaines et des centaines de pages, évidemment, mais de dresser un portrait sur un certain nombre de thèmes, un certain nombre de technologies, un certain nombre de langages, pour tordre aussi les idées reçues sur un certain nombre de choses. Non, Microsoft n'est pas né avec Windows. Non, Microsoft n'est pas né avec le DOS. Non, Microsoft n'a pas inventé le DOS non plus, hein. C'est pas lui à la base. Par contre, il est né avec le basique. Voilà. Et le but, c'est de raconter un petit peu ça, c'est de raconter l'évolution des outils, l'évolution des langages, comment Azure, au bout du compte, a structuré un petit peu tout ça, comment l'IA aujourd'hui redonne un petit peu les cartes ou redistribue un petit peu les cartes dans toutes ces gammes-là. On aura aussi un gros dossier autour des fameux MVP, hein. Je crois d'ailleurs que certains vont y participer. Et on aura aussi. Promis, je te l'écris. Voilà. Et on aura des articles plus standards, un petit peu plus code, un petit peu plus effectivement archi aussi qu'on fera. Donc là, l'idée, encore une fois, c'est vraiment de parler de Microsoft dans son ensemble, donc le passé, le présent et le futur. Voilà, et de rappeler un certain nombre d'étapes très très importantes, le rôle d'Allen dedans, les opportunités qui ont été prises à un moment donné et qui ont fait que Microsoft a été Microsoft. Je vais parler aussi des gros échecs aussi évidemment de Microsoft, hein, parce qu'il y en a eu quand même beaucoup à la base. Voilà, qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Voilà. Qui connaît ici Bob? Ah oui, Bob, oui. Oui, Bob. Bon, voilà. Oui, bah oui. Ça, je vais en parler un petit peu. Voilà. Et comment Microsoft est allé vers le matériel aussi à un moment donné. Et le matériel, dès la fin des années 70 et début années 80, Microsoft a sorti ses premières cartes pour l'Apple II quand même, hein. Et ça, on l'oublie aussi un petit peu, etc., etc. Donc, on va essayer de dresser voilà, un petit panorama de tout ça. Et c'était vraiment l'occasion, en fait, voilà, en prenant excuse des 50 ans, pour redresser un petit peu le portrait et présenter un petit peu toute la richesse de l'écosystème et de l'univers Microsoft. Ok, et ça, c'est prévu pour quand, la parution? Alors, je boucle les contenus vers le 7 mars et sortie prévue tout début avril. D'accord, ok. Bon, n'oubliez pas de vous abonner à Programmer. Voilà. On peut aller sur programmer.com pour pouvoir le faire. Exactement. Donc, voilà. Kiosque, abonnement, et PDF et papier, comme toujours. Bien, merci François. Et on va attaquer le dernier sujet. Alors, il y a deux personnes qui voulaient en parler, c'est Gérald et Jérémy. Donc, Jérémy, comme tu as déjà parlé, je vais laisser le lead à Gérald, mais bien sûr, tu vas intervenir dessus. C'était pour nous parler du fameux drama qui a eu lieu, le drame cataclysmique de Fluent Assertion. Alors déjà, c'est quoi Fluent Assertion, pour ceux qui ne connaissent pas? Ouais, déjà, j'ai bien aimé ton watch time là. C'est au début du meet-up, tu dis on va parler de ça, et puis c'est le dernier sujet là. Ah oui. Je dis un vrai YouTuber là, c'est bon. Mais ouais, donc Fluent Assertion, c'est une lib open source en .NET, et donc qui était assez utilisée. En gros, c'est pour faire les assertions dans les tests. Donc c'est souvent quand tu utilises XUnit, MSTest ou Inuit, ils ont changé récemment là aussi, mais tu faisais assert point quelque chose. Eux, ils voulaient faire une syntaxe un peu plus fluente, là, donc quelque chose point shoot point enfin c'est pas equal, c'est be quelque chose, ou enfin ce genre de choses là, juste un peu plus fancy en gros. Donc c'est ça, la lib, elle permet de faire ça en gros. Puis donc ça fait pas mal d'années que c'est en développement et que ça s'améliore un petit peu chaque année. Donc ils étaient à la version 7. Puis le mois dernier, ils ont publié la version 8 et ils ont dit à partir de maintenant, faut payer. Donc le code est toujours sur GitHub, mais la licence, c'est une licence commerciale maintenant. Ils sont passés d'Apache à quelque chose de payant, là. Puis pas un petit prix en plus, hein. Je crois que c'est 120$ par développeur par année, si je ne me trompe pas. Donc le prix d'un IDE, pour se rendre compte.
juste pour une lib qui fait .shoot, quelque chose. Euh, donc je sais pas combien de licences ils vont vendre là. À mon avis, pas beaucoup. Elle fait pas que ça, hein. Il y a aussi beaucoup de petits helpers pour vérifier des égalités et autres. Donc elle est quand même très avancée comme librairie. Ouais, enfin, Ouais, ça reste d'accord. quand même juste des assertions et je veux dire, les autres font à peu près la même Ouais, chose. mais tu vois, j'aime bien dans ton vocabulaire parce que tu as employé deux temps différents. C'est une librairie open source, tu as mis au présent, était très populaire. Voilà. Parce que tu vois beaucoup de drama un peu partout et beaucoup de projets qui l'ont enlevé dans la dépendance, mine de rien. Ouais. Alors, tu sais, il y a deux stratégies en fait, juste quand même pour presser pour les gens. Là. La version 7 reste gratuite et fonctionne et il n'y a aucun problème à utiliser. Là. C'est juste qu'il n'y aura peut-être pas de nouvelles fonctionnalités. Après, pour les assertions, parce qu'on a vraiment besoin de nouveautés tous les jours, là, si ça marche, ça répond aux besoins, pas besoin d'updater. Faut juste faire gaffe pour ceux qui ont des dépendances d'Abot ou Renovate pour mettre à jour leur dépendance. Faites gaffe à ne pas accepter une dépense qui vous mènerait vers une licence payante alors que vous n'avez pas prévu de payer. Là. Je crois que c'est ce qui gêne le plus la communauté. Hein. Ouais. Donc en fait, on peut mettre la 8 sans se rendre compte et en fait, Oui. Et toujours sur Nuget, c'est le même nom de package. Ouais. Donc faut faire attention. Il y a beaucoup de développeurs qui justement font attention quand ils voient des montées de versions majeures et qui se sont dit, tiens, je vais jeter un œil au dernier commit, je vais regarder un peu ce qui s'est passé. Et il y a beaucoup de développeurs en fait qui l'ont découvert le lendemain, quand effectivement il y a eu le passage à la version 8 et qui se sont intéressés à aller voir ce fameux commit. Mais en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas eu d'annonce. Ils n'ont pas prévenu genre un mois à l'avance en ouvrant une issue, en disant on va faire ça, on prévoit ce changement. Ils ont publié à 8 et ils ont fait le commit le jour même, en gros. Quand tu dis ils ont, c'est il a. Enfin, non, c'est techniquement, non, ils ont, parce que maintenant, en gros, il y avait un mainteneur principal et maintenant, il y a Exceed qui. C'est une compagnie là qui je sais pas trop ce que c'est leur partenariat là-dessus en vrai. Alors en fait, ils n'ont pas racheté, je crois qu'ils ont juste la partie commerciale là. Ils n'ont pas racheté, ils ont un partenariat commercial qu'ils n'ont pas spécialement expliqué. Moi j'ai arrêté dessus la semaine dernière parce que ça devenait n'importe quoi. Ce qui s'est passé, c'est que ce sont des personnes qui, il y a quelques mois, donc apparemment les premiers commits remonteraient il y a 6 mois à peu près, se seraient mis à apporter des contributions. Alors les contributions, c'est un peu gênant parce qu'en fait... Ouais, c'est correctif de... Ils ont supprimé des fonctionnalités. Ouais. Voilà, donc en disant par exemple .NET Standard 2 c'est trop compliqué, donc on va pas tout vraiment supporter .NET Standard 2. Alors, comme dit Gérald, pour des assertions, on a envie de dire, on se moque un peu de quelqu'un, il y a un problème, quoi. Il y a des choses un peu spécifiques, tu peux regarder les spans ou des trucs un peu plus récents, tu vois, peut-être tu veux pas les supporter dans des standards, mais c'est pas non plus complexe à avoir les deux. Xunity y arrive, par exemple. Donc, des égalités, des assertions, je pense que là, effectivement, c'est un peu... Ils sont allés trop vite. Moi, la problématique, ce qui m'a choqué, qui fait que je comprends qu'il y a un drama derrière, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, on est passé d'une version 7 à une version 8. Seuls les développeurs avertis ont pris le temps d'aller regarder ce qui se passait un petit peu sur GitHub et sur Nuget. Sur Nuget, il n'y a aucune indication de changement de licence. Non, ce qui est quand même un problème dans le tooling, honnêtement. Ouais, sur GitHub, c'est beaucoup plus embêtant, puisqu'en fait, il y a un certain nombre de personnes qui se réservent la possibilité d'avoir un recours, puisqu'en fait, on était sur une licence Apache 2. Il y avait 200 contributeurs donc au projet, jusqu'ici. Les 200 contributeurs ne sont pas tous manifestés, mais il y en a un certain nombre qui ont exprimé leur mécontentement, puisqu'en fait, toute référence à l'ancienne licence a totalement disparu, effectivement, dans la V8. Toute référence au travail réalisé a disparu, donc c'est sympa. En fait, personne n'a été interrogé, personne n'a eu l'occasion d'échanger. Comme François l'a fait remonter sur Programmer, donc l'auteur ne s'est pas exprimé sur GitHub. Il s'est exprimé sur un de ses blog posts sur lesquels il a expliqué ses motivations. Les motivations qui ont été exprimées, c'était un petit peu, j'ai pas le choix si je veux survivre. Bon, il y a pas mal de MVP là qui sont une histoire. On sait très bien quand on fait l'open source, c'est pour partager, c'est pour donner aux autres. C'est un choix après, c'est toujours les mêmes problématiques de financement. Tu sais, tu fais ton projet le soir au début, est-ce que ça te motive, et puis tu fais ça. Mais le problème, c'est quand tu commences à avoir de l'adoption. Qu'est-ce que tu fais après? Est-ce que tu as toujours envie de continuer là-dessus? Est-ce que c'est un projet qui te motive? Moi, je l'ai fait sur du tu quittes ta job Fitbit. pour faire ça Je l'ai vécu sur du Fitbit, et tu sais que tu quittes pas ton job parce que tu feras jamais vraiment ton argent avec ça. Faut intégrer. Mais par contre, ça fait bien sur le CV. Ouais, tu vois, un autre exemple, par exemple, qui avait changé de licence, c'était Image Sharp, par exemple, par le passé. Ça fait un petit bout de temps qu'ils ont changé de licence.
où ils ont une licence, eux, c'est pas juste commercial, c'est pour les projets personnels, c'est gratuit, un peu comme Microsoft pouvait faire sur certains projets. Là. Mais en gros, donc, c'est un projet qui est quand même compliqué pour le coup. C'est pas quelque chose que tu vas redévelopper toi-même ou c'est vraiment de la logique. Imagecharge, c'est vraiment pour loader des images, faire les traitements d'images. Donc, il y a beaucoup de complexité dedans. Et donc, c'est un développeur aussi. Et lui, il disait, juste après le drama, il avait mis un petit commentaire aussi pour dire, sur un projet comme ça où il n'y a aucune concurrence, c'est le seul à faire ça. Et il est loin d'en vivre. Hein. Il est vraiment très très loin. C'est malgré la licence commerciale. Ça fait du bien à Shoodly, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont parties sur Shoodly. Il y a beaucoup de vent, on va dire, sur GitHub, justement, de fluent assertion pour dire allez-y. En plus, les gars, ils mettent leur commit, hein, ils le font exprès. Donc, il y a des liens vers le commit, le dernier commit qui pousse vers la version 8. Et eux, ils mettent leur petit commentaire pour indiquer qu'à tel ou tel commit de leur projet, ils ont quitté effectivement Fluent Assertion pour Shoodly. Voilà, donc c'est assez rigolo. C'est assez particulier. Personnellement, j'ai tenté de faire le passage de l'un à l'autre. Ouais, c'est pas désagréable, effectivement. Fluent Assertion, ce qui choque, c'est qu'il y a d'autres entreprises qui, effectivement, ont fait ce genre de choses, qui ont repris des projets. Moi, je pense surtout à ce qui a été fait sur Identity Server, que les gens ne connaissent peut-être pas forcément, mais qui était une très grosse solution. Ça choquait personne, puisqu'en fait, le changement était annoncé. Entre 3 et 4 ? Oui, entre 3 et 4. Et puis surtout, ils avaient clairement indiqué qu'ils travaillaient sur la partie cliente qui continuerait à rendre ouverte, et qu'après, eux, leur objectif, effectivement, c'était pas que de faire l'identity server, c'était de fournir du service avec. Donc sur la partie Fluent Assertion, on peut se dire, il peut faire de la formation, on peut faire plein de choses. Ouais, sur Identity Server, ils avaient bien annoncé avant la 4 que la 4 allait être payante. Ouais, c'était pas une surprise. Ouais. Là, ça fait un peu penser à MoQ l'an dernier. Ouais. Qui a fait marche arrière au bout de 2 jours, je crois. Ouais, il y avait une petite MoQ, il y avait une petite différence sur les premiers jours. Maintenant, ça a été fixé, mais c'est que aussi, il prenait potentiellement des informations personnelles sans avoir rien dit à personne. Il essaie de récupérer ton email dans ta config Git et puis il envoie ça sur ses serveurs sans rien dire à personne. Bon, c'est un peu plus gênant. Il a fixé ça d'ailleurs avec Sponsor Link V2. Là. Comme dirait ma femme, le petit filou. C'est ça. Mais bon, c'est une autre question qu'on pourrait se poser aussi. En vrai, les développeurs essayent de se rémunérer d'une façon ou d'une autre, c'est quand même pertinent. Quand tu as travaillé 7-8 ans sur un projet, on peut comprendre un moment que tu aimerais bien avoir une petite contribution. Là. Mais il y a aussi le point où les entreprises, de manière générale, ne contribuent vraiment pas à l'open source. Il y a très peu d'entreprises qui vont sponsoriser des devs ou des projets. Là. Je sais pas, est-ce que dans une de vos entreprises, n'importe qui sponsorise l'open source ? Non, mais c'est les premiers à se plaindre quand il y a des patchs de sécurité qu'il n'y a pas à faire. Ouais. C'est ça. Nous, je sais qu'on le fait dans notre compagnie. Là. Je ne sais pas si c'est la première année ou c'est 2 ans qu'on le fait, là, mais c'est quelque chose qui ne se fait pas communément. Tu vois, alors qu'on développe des applications. Tu dis on, c'est pas l'entreprise où je travaille, là, mais c'est de manière générale. On développe des applications qui ont des dépendances critiques sur certaines dépendances et on ne s'y intéresse même pas, en fait. Si du jour au lendemain, elles disparaissent, c'est un peu notre faute aussi, parce que justement, on n'a pas aidé que ça survive. Là. Quand il y a eu Log4j il y a 2-3 ans, ça avait râlé parce que les entreprises se plaignaient qu'ils avaient décidé de ne pas faire de patch, je crois, sur certaines versions. Ouais. Et donc, ils avaient envoyé des mails aux mainteneurs pour exiger des patchs. Ça. Ils avaient exigé un paiement et il n'y en a pas eu. Hein. Donc, non, moi, par exemple, il y a un outil que j'utilise qui s'appelle Fork là, pour gérer les ressources Git là, que tu peux utiliser comme ça gratuitement. Il y a juste marqué si vous voulez participer, vous payez, je crois que c'est 45 €. Bon, j'ai payé les 45 €, j'aurais pu très bien ne pas le faire, quoi. Mais c'est vrai que c'est l'histoire éternelle des shareware, des freeware qui existaient avant, où de la même façon, on disait pas question, c'est gratuit, je ne paierai pas, quoi. C'est ça. Mais maintenant, je suis bien rare d'avoir acheté une licence WinRAR, moi. Ouais, j'allais dire. Donc je connais 2 personnes maintenant qui ont acheté l'autre. 25 ans, j'ai craqué. Et là aussi, je crois. Il y a 25 ans que j'utilise, allez, je vais acheter la licence. Concernant MoQ, je pense que ça avait à l'époque fait bouger les choses, mais visiblement c'était juste. Non, ça n'a pas fait bouger les choses, non. Ça n'a rien fait bouger. Ça parlait pendant une semaine et puis. Oui, c'est ça. C'est ça que j'allais dire, c'est justement ça n'a pas été dans le temps, ça a été
Ça a bougé les choses sur le moment. Et puis, ça s'est. Puis là, c'est pareil, tu vois, on en a parlé. Il y a eu. Ouais, faut que ça change au moment où il y a eu le petit drama. Et puis maintenant, plus personne n'en parle, tu vois. Si la situation revient comme c'était avant, quoi. Oui, en fait, ils en sont au stade, ils se servent même des chiffres des téléchargements pour revendiquer le fait que non, les gens sont intéressés, ils veulent la V8. Alors qu'en fait, pas beaucoup de downloads. J'ai checké ce matin, justement, ils ont leur 200 downloads sur la version. Les gens ne savent pas. 200 000, je veux dire. Les gens ne savent pas qu'il faut payer. Donc c'est un truc de fou. C'est comment ils vont faire comment ils vont réussir à. Il y a un log au moins quand tu lances les tests, parce que moi, j'ai pas l'impression que j'ai vu de log. Non, je crois qu'il n'y a vraiment rien là. Non, il n'y a rien. Un jour, ça. Je n'avais pas vu passer l'info. J'avoue que j'ai été vérifié, on n'est pas en V8. Je n'avais pas vu passer l'info, clairement. La CIA qui va débarquer chez toi un matin. Moi, je l'ai découvert là. Je vais commencer à faire le tour de mes repos demain. Alors, il faut aussi savoir qu'il y a un truc qui est traître. Il y a un truc qui est super traître quand on veut bloquer les versions. C'est qu'il y a des possibilités au niveau des projets d'indiquer avec le principe des crochets et des parenthèses des versions que l'on cible et des versions que l'on ne souhaite pas dépasser. En fait, il se trouve qu'au niveau de l'IDE, il y a un travers dans Visual Studio et apparemment il existe aussi sur les autres outils. C'est quoi qu'il arrive, quand l'outil nous propose des mises à jour, il va nous indiquer dans les liste déroulante les versions 8, alors qu'on a borné les versions 7. Et bien évidemment, étrangement, quand la version 8 est sortie, on a une version 7.01, je sais pas quoi, qui est sortie en même temps. Donc en fait, quoi qu'il arrive, vous avez votre Visual Studio qui va vous proposer une mise à jour. Et qui va vous mettre en avant la version 8, alors que vous voulez la version 7. Ouais, il y a une 7.1.0. Vous avez la version 7. Je vois, là, il y a une 7.1.0. Ouais, elle est arrivée, mais juste le lendemain, ou en même temps. Donc quand les gens ont dit, tiens, voilà comment borner, tout le monde s'est vu proposer quand même le passage à la version 8. Donc il y a un petit côté traître. Même si tu bornes version 7, c'est pas très correct. Et maintenant, il faut utiliser quoi alors? Ce que tu veux, t'es libre, c'est ça l'open source. C'est comme Mock, faut faire le code soi-même. Vous utilisez les asserts. Quand t'as écouté la MockU, quand même. Arrêtez d'écrire des mocks. On va arrêter d'écrire des mocks. Alors, il y a quand même un bon côté quand on change d'outil, parce que moi j'ai fait le passage d'une paire de projets effectivement de Fluent Assertion à Shully. Alors, je sais pas si je le prononce bien, c'est Shullied ou Shully. Le fait est que je me suis rendu compte que j'ai des tests qui étaient faux. Ça c'est génial. Je me suis rendu compte finalement en faisant la transition. Et Shully avait raison, j'avais tort. Donc j'ai des tests qui marchent depuis des années qui sont très mauvais. Oui. Je sais pas si tu avais vu l'épisode que j'avais fait avec Christophe là sur l'histoire de la pastèque, les tests pastèque, où c'est vert à l'extérieur et c'est rouge à l'intérieur. Je trouvais que c'était très joli. Oui. Bien, écoutez, on en est à 1h18, enfin un petit peu moins. Écoutez, merci. Vous avez rien d'autre à rajouter? Donc on y est. On verra le lien pour Azure Data Studio et pour l'Agent Mode Copilot. Ok, je compte sur vos liens à tous d'ailleurs, pour qu'on puisse les mettre dans les notes de l'émission. Bien, écoutez, merci à tous. Et puis, merci. À très bientôt. Allez, ciao tout le monde. Au prochain drama. Ciao. Ciao. Ciao.